Nous voici sur le stand du MABD avec un objet mystère ici et en compagnie de Patrick l'Espagnol, le boss ultime de la biodynamie en Haute-Vienne. Non, non. Bonjour Patrick, quel est Bonjour. ton poste dans le mouvement de la biodynamie? Je suis président du mouvement d'agriculture biodynamique, le mouvement national, voilà, et aussi animateur, co-président de l'association régionale Limousin Dordogne. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire brièvement ce qu'est la biodynamie? Brièvement, c'est peut-être un peu difficile parce que c'est quand même une agriculture, je veux dire complexe, pas compliquée mais complexe. Et puisqu'on a l'ambition de relier le ciel et la terre, ça c'est tous les agriculteurs le font hein, d'une manière ou d'une autre. Là, on essaye de creuser ça un peu plus. Et donc la plante qui est entre le ciel et la terre, donc essayer de faire en sorte que ce qui vient de la terre rencontre ce qui vient du cosmos au milieu avec la plante au milieu. Et donc notre but en agriculture biodynamique, c'est de faire en sorte que les deux courants se rencontrent dans la plante, qui est le médium entre les deux, et que les forces cosmiques et les forces terrestres se rencontrent de façon harmonieuse et permettent à la plante de se développer. D'accord. Quand tu dis ce qui vient de la terre et ce qui vient du ciel, concrètement c'est quoi? Tout le monde le sait, ça, il faut de l'eau quand même à la plante. Alors ça vient du ciel ou de la terre, l'eau? Ah non, ça vient de la terre. Pour la plante, ça vient du sol. Et le sol, c'est de la terre, l'élément terre, si tu veux. Donc ça, c'est les deux éléments qui sont essentiels pour la plante. Et puis après, la chaleur, la lumière, ça vient du ciel. Donc moi, je dis globalement le ciel, mais on peut dire le cosmos, parce que le ciel, c'est infini au-dessus de nous. Donc voilà, donc il faut les deux pour que la plante soit en bonne santé. Si vous avez trop de force de l'eau ou de la terre, vous avez une plante déséquilibrée. Les plantes qui vivent dans les milieux très aqueux, elles ont quand même, elles n'expriment pas tout le reste qui est au-dessus de la terre, les fleurs et les fruits. Et par contre, si vous avez une influence trop forte du cosmos, de la lumière et de la chaleur, vous avez des plantes qui se ratatinent, qui à la limite se dessèchent. Hein. Donc il faut un équilibre entre les deux. Mais ça, tous les jardiniers, tous les paysans savent ça. Oui. Ça n'a rien de nouveau. Nous, on l'explique de cette façon-là un peu plus large, mais c'est la même chose, tout ça. Un jour, j'ai entendu quelqu'un qualifier l'agriculture biodynamique d'agriculture ésotérique. Est-ce que ça Il faudra me dire ce que c'est que l'ésotérisme, déjà. Alors, il précisait agriculture qui fait appel à des révélations cachées. Bon. Non? Ça me fait rire, quoi, parce que ça ne veut rien dire, ça. Révélation cachée. Cachée de qui, par qui, tout ça. Non, non. Moi, l'agriculture que je prône en tant que mouvement d'agriculture biodynamique, c'est simplement des choses qui sont vérifiables, qu'on voit, les effets, tu peux les supposer, mais tu vois les effets, tu le constates, tu vois bien si ça marche, si ça marche pas. L'agriculture, depuis ses débuts, ils ont vécu sur les résultats, pas sur les concepts. Donc on a regardé, ah ben tiens, ça pousse là. Donc tiens, qu'est-ce que j'ai fait pour que ça pousse bien? Voilà, et puis on a pris de l'expérience comme ça, et ça fait des millénaires qu'on a derrière nous, hein, depuis les premiers agriculteurs, et puis on continue encore maintenant. Ça n'a rien d'ésotérique, tout ce qui n'est pas connu et vérifié, on dit que c'est ésotérique. Mais il y a plein de choses qu'on ne connaît pas, la science elle évolue tous les jours, et donc nous c'est notre but aussi de creuser pour voir si vraiment il y a des choses derrière. On a fondé une association qui s'appelle Biodynamie Recherche. Et le but de cette association, c'est justement de chercher un petit peu, de voir ce que le milieu scientifique international a fait comme études scientifiques. Donc ce sont des scientifiques, c'est des publications qui sont dans les revues scientifiques, Nature et compagnie, tous les autres grands médias internationaux, qui sont des comptes rendus d'expériences qui sont vérifiés par le milieu scientifique. Donc, on s'appuie là-dessus. Ça, c'est des choses qui existent et qui sont quantifiables. Ça n'a rien de magique ou d'ésotérique ou ce que tu appelles comme ça, quoi. Pour moi, D'accord. voilà, faut remettre les choses un peu à leur place.
faut pas rêver non plus et puis à fabuler des trucs sur des mots. Ouais. À côté de toi, il y a un objet mystère. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est et à quoi ça sert? C'est pas un objet vraiment mystérieux, il est joli, il est en cuivre, donc c'est très beau, ça attire l'attention. C'est un peu comme les marmites des grands-mères là, pour faire les confitures, hein, c'était en cuivre aussi. Voilà, donc ça, nous, ça a une fonction particulière parce que bon, on utilise des préparations, ce qu'on appelle des préparations biodynamiques. C'est des préparations, c'est des choses que l'on fait nous-mêmes en tant que paysans ou jardiniers, qui sont à la portée de n'importe qui, c'est très simple. Il y en a deux essentiels. Il y a la bouse de corne, c'est-à-dire la bouse de vache qu'on met dans une corne et qu'on enterre pendant 6 mois de l'année dans le sol, depuis à peu près l'équinoxe d'automne jusqu'à l'équinoxe de printemps. Donc en gros, voilà. Et donc pendant ces 6 mois-là, c'est plutôt des forces d'hiver, des forces de l'eau, de la terre qui sont concentrées dans la corne de vache. Et donc la bouse de vache est porteur de ces forces. Quand on a, je peux les montrer si tu veux, je sais pas. Hein. Oui, oui. Oui. Voilà, quand on ressort de la corne, quand on ressort la bouse de vache, ben en fait, voilà ce qu'on obtient. Ça n'est plus de la bouse de vache, c'est quelque chose qui est souple, qui ne tâche pas les doigts, qui a une odeur de, on va dire d'humus, tout simplement. Ben, c'est de l'humus de bouse de vache. Mais comme elle a passé 6 mois dans le sol, elle a concentré les forces de vie du sol. Donc on a là quelque chose qui est porteur de force. C'est là où c'est un petit peu, il faut essayer de revoir ça d'une façon différente entre les forces et les matières. C'est pas de la bouse de vache, c'est pas ça qui est fertilisant, c'est pas un fertilisant ça. C'est un stimulateur de la vie du sol. Donc comme il y en a, on en met à peu près 100 grammes à l'hectare. 100 grammes ça fait gros comme un point à peu près. Pour mettre sur un hectare, bon, on ne peut pas. Donc il faut porter, c'est un concentré de force. La corne, elle a cette fonction de concentrer les forces à l'intérieur d'elle-même. Donc si vous mettez de la bouse de vache, elle concentre les forces du sol, de la terre, dans cette bouse de vache. Et après, pour transporter ça sur le sol, ben à ce moment-là, ben c'est l'explication de la machine qui est là. Il faut qu'on trouve un médium, quelque chose qui va transporter ces forces qu'on a dans la bouse de corne, transformer pour l'emmener dans le champ. 100 grammes à l'hectare, on ne peut pas les pendre comme ça. Donc il faut trouver un médium qui va capter ces forces-là, et après l'eau sera porteur de ces forces et on va pouvoir épandre l'eau porteur de ces forces dans le sol. Donc le principe, c'est un peu comme l'homéopathie, un peu seulement, parce que nous on ne fait pas de dilution successives les unes après les autres pour arriver à des grandes dilutions. Non, nous on fait ça, on brasse de plus en plus vite. Alors on peut le faire avec le bâton comme ça, jusqu'à avoir un beau tourbillon, et puis on repart dans l'autre sens, on casse le chaos, et on repart dans l'autre sens. Si je le fais à la main, c'est bien plus agréable, je trouve, et ça va mieux. Voilà. Beau tourbillon, et là on casse, et on repart dans l'autre sens. Et pour que l'information qui était dans la bouse de corne, ben on n'en a pas mis, mais enfin, quand on en met, l'information passe dans l'eau. C'est l'eau qu'on va pulvériser sur le sol pour apporter ces forces. Donc ça sous-entend que l'eau est capable d'enregistrer une information. Ben, on le sait ça, non? Donc ça c'est les travaux de... Enfin il y a eu plusieurs scientifiques qui sont penchés sur ces travaux. Il y a Ben Veniste, comment il s'appelle? Enfin tous les autres là qui ont essayé de le prouver. Oui. Seulement le milieu scientifique traditionnel ne veut pas accepter ces explications-là. Mais nous on vérifie, ça marche. Donc on ne l'a pas expliqué, mais ça marche. Donc la démarche scientifique, c'est d'accepter quand même les résultats de ce qu'on observe. S'il n'y a pas de résultat, bon, ben, ça ne marche pas, d'accord.
si ça marche, c'est qu'il y a quelque chose, on ne sait pas l'expliquer. Il y a plein de choses qu'on n'explique pas encore. Hein. Quand on commence à parler de physique quantique ou des machins comme ça, il y a beaucoup de choses qui nous passent au-dessus. Il y a quelques scientifiques qui commencent à s'y intéresser. Mais bon, c'est quand même extrêmement complexe. Ça viendra, peut-être ou pas. Donc ça, c'était la première préparation dont je parlais. Oui. Il y a une deuxième préparation, parce que là, je vous ai parlé des forces du sol, de la terre, des forces terrestres, hein, liées à l'eau. Puis de l'autre côté, il y a tout ce qui vient du cosmos. Et là aussi, on a une préparation qui aide la plante à recevoir ces forces du cosmos, de la Lune, puisque c'est la plus proche, des planètes et des constellations qui sont derrière. D'accord. Donc là, pour ça, on utilise cette préparation-là, silice de corne. Alors c'est un peu le même principe, hein. On prend au départ, on prend du quartz, donc c'est de la silice pure. Hein. Alors là, il n'est pas en cristal, il est en filon, mais enfin c'est du quartz pur. Oui. Et donc ça, on le casse. Alors ça, c'est très en rapport avec la lumière. Hein. Il y a beaucoup d'objets optiques qui sont avec des cristaux de quartz comme ça. C'est ce qu'on utilise pour faire les panneaux solaires. La Non, c'est silice. la silice. Oui, oui, c'est Là, pas le du quartz, c'est la silice. C'est un oxyde de silice, le quartz. Et donc on le broie très finement. C'est dur, hein, le quartz, c'est une dureté de 7. Et donc nous on le fait broyer avec dans un moulin à galets, ça s'appelle, avec des galets de corindon. Corindon a une dureté de 9. Le quartz de 7, donc quand ça tourne avec ça, ça arrive à faire de la poudre. Au bout de 3 jours à peu près, 2-3 jours, on a 2-3 microns à peu près de finesse. Et donc ça, c'est la matière de départ, c'est du quartz, il n'est pas informé spécialement. Donc pour l'informer, on le met dans une corne de vache. Et là, on va la remplir avec cette poudre, hein, tout simplement. Et on la met en terre pendant les 6 mois, mais 6 mois d'été, de période estivale, c'est-à-dire depuis l'équinoxe de printemps jusqu'à l'équinoxe d'automne. C'est la période où le soleil donne le maximum de lui-même, donc la chaleur et la lumière, et donc on concentre dans le quartz qui est dans la corne, on va concentrer ces forces de lumière. Oui. Et après, il faudra les restituer pour les plantes. Et bien là, c'est la même chose. Hop. On va mettre ces quelques grammes, parce qu'on utilise à peu près la valeur d'une cuillère à café, hein, 3-4 grammes à peu près de silice par hectare. Par hectare. Donc c'est rien du tout. Hein. Donc il faut passer l'information dans l'eau et après on va pulvériser l'eau qui va apporter ces forces de lumière dans l'eau. Voilà. Donc on aura réalisé les deux côtés, d'un côté sur les forces terrestres, donc avec la préparation bouse de corne, et puis avec de l'autre côté les forces du cosmos qui vont arriver avec la silice de corne. Et ça fait un équilibre entre les deux. Et il faut utiliser les deux, sinon on a un déséquilibre. Si vous avez trop de force solaire, vous arrivez à brûler les plantes. Et s'il y a trop de force de croissance du sol, vous avez des plantes qui deviennent hypertrophiées. Et donc ce n'est pas des aliments pour l'homme, ça. Bonjour. Ouais. Voilà, donc c'est un peu ce qu'il faut comprendre. Après, il y a d'autres... D'autres préparations qui existent. Oui, il y a des choses un peu... Mais les deux que tu viens de citer, c'est la base. c'est la base. Et si on fait que avec ces deux-là, ça apporte déjà des bons résultats? On apporte déjà des résultats, voilà, mais ça veut dire aussi qu'il y a quelque chose qui est souvent mis en avant sur l'agriculture biodynamique, c'est l'influence de la Lune. Bon, la Lune, c'est la plus proche, hein, c'est celle qui nous tourne autour là. En un petit mois, disons, elle fait le tour de la Terre, et donc c'est vrai qu'elle influe beaucoup, ne serait-ce que sur les marées. Ça, c'est pas des croyances, on le voit, ça s'avère. Hein. Ça se confirme avec même les femmes qui accouchent. Il y a tout ça aussi. Et les marées et tout ça, c'est juste. Mais donc ça aussi, la Lune c'est la plus proche, mais il ne faut pas oublier que derrière il y a aussi d'autres planètes dans le système solaire. Bon, il y a Mars, il y a Vénus, il y a Mercure, il y a Jupiter, il y a Saturne et puis encore 2 ou 3 autres. Et donc ça, elles sont plus loin, donc leur influence est moins forte, mais elles influent quand même. Ouais. Et la Lune qui est la plus proche, c'est elle qui transmet les influences de ce qui vient derrière. Et derrière ces planètes, donc ça c'est le système solaire, le Soleil il est quand même au milieu, hein.
c'est quand même le centre de notre système, même si certains disaient autrefois autrement. Oui. D'où on voit que la science elle évolue et puis quand les connaissances évoluent. Donc là, en partant de ces influences qui arrivent de la Lune, il faut voir que la Lune elle se déplace et derrière, vous avez tout un cercle de constellations, les constellations du zodiaque. Zodiaque parce que c'est le cercle des animaux, hein, en fait. Donc le lion, le poisson, le bélier, etc. Donc ça c'est connu depuis longtemps. C'est des étoiles, c'est un groupe d'étoiles qui sont fixes. Elles ne changent pas leur forme depuis des millénaires. Donc ça, à chaque fois que la Lune passe devant la constellation, je veux dire par exemple du lion, on sait que le lion envoie des influences plutôt de chaleur vers les fruits par exemple, les légumes fruits. Donc vous aurez, quand la Lune passe devant la constellation du lion, vous avez une tendance à faire un peu plus de fruits et de graines. Si elle passe devant la constellation du Verseau par exemple, Verseau qui est une constellation de lumière, quand la Lune est devant la constellation du Verseau, elle va transmettre des influences de lumière et donc plutôt sur les plantes qui vont fleurir, etc. La même chose avec les constellations d'eau qui vont apporter plus d'eau, donc plus de feuilles ou des choses comme ça. Et on fait les dernières sur les constellations plutôt d'éléments terre. Donc là, ça va apporter des choses sur les légumes racines. D'accord. Et ça, c'est pas des croyances, ça c'est un peu récent, même s'il y a des dictons qui disaient des conneries avant. Ils ne disaient pas des conneries, mais ils disaient une chose et puis il y en a un autre dicton qui dit le contraire. Oui. Donc on ne peut pas se baser là-dessus. Donc il a fallu reprendre scientifiquement les choses, dire bon on ne connaît rien, puis on expérimente et puis on regarde. Et donc ça a été tout le travail de Maria Thun, qui est une Allemande remarquable, qui est décédée depuis 4-5 ans, là, et qui a fait pendant 40 ans, elle a fait un travail scientifique vraiment, sur le même champ, tous les jours, elle a semé le même lot de graines, elle a semé un rang, un jour, le lendemain elle a fait un autre, et à chaque fois elle a marqué en face aussi où se trouvait la Lune. Et au bout de plusieurs dizaines d'années, elle s'est rendue compte que y a des jours où la Lune elle est dans cette constellation-là, elle est en face, hein, et il y a plus de racines, et puis un autre jour, là elle est dans une autre constellation, puis il y a plus de feuilles, et puis plus de fleurs, et puis aussi plus de fruits. Donc c'est comme ça qu'a été basé son calendrier biodynamique que vous avez là, et qui donne un petit peu les moments où les influences sont données. Donc si vous savez que la Lune est dans la constellation, je veux dire n'importe quoi, le Bélier par exemple, c'est un moment favorable pour semer des haricots par exemple, parce que vous cherchez des grains. Donc c'est tout à fait une constellation qui lui convient. Question pratique. Donc la salade qui est un légume feuille, Oui. quand je le sème en période feuille ou en période racine? Qu'est-ce que tu veux faire avec tes salades? Tu veux des feuilles ou tu veux des racines? Je vais manger des feuilles. Bon, tu fais plutôt un jour de feuilles. D'accord. Ah oui. Si tu veux des tomates, il vaut mieux le faire un jour de fruits. C'est les fruits que tu cherches. Ok. Après, si tu veux faire des racines de tomates, tu peux le faire en racines. Tu vois? Moi je Mais me alors, disais... attention quand même, ça joue sur 5-10%. Faut pas exagérer non plus. C'est pas parce que tu sèmes tes salades en racines que tu n'auras pas de salade. Si, tu auras des salades, mais la pomme sera peut-être moins bien formée. D'accord. C'est tout, hein. Qui a découvert toutes ces connaissances à l'origine? À l'origine, sur les influences lunaires, c'est Maria Thun qui a fait le boulot. Hein. Parce que l'origine du cours aux agriculteurs maintenant, puisqu'on fête cette année les 100 ans de la biodynamie, c'est Rudolf Steiner qui a donné quelques indications dans ses conférences. Et après, il a dit, moi je vous donne quelques indications, voyez par vous-même, essayez, puis vous verrez si ça marche ou si ça marche pas. Et depuis 100 ans, on fait des expériences, et puis maintenant on a quand même pas mal de résultats là-dedans pour dire, il y a des choses qui marchent, d'autres ça ne marche pas. Et puis on invente. En 100 ans, on a le temps d'inventer des choses nouvelles. Oui. Que n'avait pas dit le fondateur. Ok. Très bien, merci. Voilà. Est-ce que tu peux nous montrer quelques bouquins pour aider ceux qui aiment lire? Ah, mais bien sûr.